Grégory Joron, quand on emploie ce genre d'armes, est-ce qu'on a la trouille, en fait, quand on est de votre côté? Parce que vous savez effectivement que ça peut potentiellement être dangereux. Est-ce que c'est quelque chose, une question qu'on se pose quand on voit autour de soi tout ce qu'on peut dire en ce moment sur le LBD, mais effectivement qu'on disait aussi sur les flashballs précédemment. Est-ce qu'on a la trouille quand on tire avec ça quand même, en se disant j'ai dans la main quelque chose qui peut potentiellement faire des dégâts? Il n'y a pas de policier qui se lève un matin en se disant tiens chouette, aujourd'hui je vais borgner quelqu'un, quoi. Donc on a la trouille. Les policiers gèrent des situations de crise extrêmement violentes. Ils ont au quotidien une arme de poing à la ceinture. On est habitué à vivre avec on va dire, et surtout à peser ce qu'on va faire, parce qu'on sait très bien qu'il peut y avoir un risque irréversible quand on emploie une arme. S'agissant du LBD simplement du prisme du CRS que j'étais, en tout cas sur le terrain, on a une utilisation qui est extrêmement cadrée de cette arme-là. C'est en effet pas une arme de dispersion, donc au niveau de la gestion qu'on peut en faire sur le maintien de l'ordre, elle doit avoir un but premier et primaire, on va dire, c'est de pouvoir nous permettre de neutraliser un risque. Je parle par exemple du risque cocktail Molotov qui s'est développé ces dernières années, où là en effet à 30 mètres ou 20 mètres, qu'est-ce qu'on peut faire quand on voit quelqu'un arriver avec un cocktail Molotov dans la main, qu'on sait que voilà, c'est une arme de guerre qui peut avoir des blessures pour le coup irréversibles aussi, et un danger très grave pour mes collègues sur le terrain. Face à ça, quelle réponse on a aujourd'hui? Le LBD. On n'a que ça. Et je passe bien sûr d'autres risques. Mais auparavant, vous aviez le flashball, et je pense que les réponses étaient qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a le flashball et on n'a que ça. Les CRS n'avaient pas le flashball. Alors non, mais enfin, bon, je veux dire les forces de l'ordre d'une manière générale. Enfin, vous voyez. Oui, sauf qu'elles étaient un peu moins engagées sur les maintiens d'ordre, parce qu'on paye aussi une politique. J'ai envie de dire, les forces mobiles sont souvent considérées ou déconsidérées par les politiques à partir du moment où on n'a pas de mouvements sociaux d'ampleur. Ça a été le cas de 2005 à 2015 quasiment, où finalement on a fait beaucoup de sécurisation dans les quartiers, où on a un peu perdu de vue le fait que ça pouvait être important d'avoir des forces mobiles en nombre, et où on a réduit le nombre de fonctionnaires dans les compagnies et un nombre d'escadrons également. Voilà, on en est là aujourd'hui. Avant de retourner au standard, Grégory Joron, là-dessus, une fois qu'on a cette arme, qu'on donne cette arme donc aux personnes en charge du maintien de l'ordre, à quel moment est-ce qu'on est formé? Est-ce qu'on l'est de manière récurrente au fil de sa carrière? Parce qu'après tout, il n'y a pas des manifestations de ce genre tout le temps dans une carrière de CRS, de policiers, etc. Est-ce que vous êtes remis à jour, en gros, très régulièrement avec ce genre d'appareil ou pas? Tous les ans. Donc on a une habilitation qui ensuite est soumise à un tir annuel avec cette arme, avec cette arme-là, avec le LBD. Mais le sujet de la formation est bien sûr évident, mais au-delà même du LBD, quand on dit qu'un policier tire à minima 3 fois par an 30 cartouches avec son Six Hour, mais que finalement le minimum se transforme en maximum parce que c'est une question de coût et aussi de temps, parce que les collègues on a besoin des fonctionnaires de police sur le terrain, et qu'aujourd'hui on n'en a pas assez pour allier les deux. La formation dans la police, on en manque cruellement, ou en tout cas de formation continue, c'est une évidence. Ouais. Qui donne l'ordre et dit maintenant la situation est telle qu'il faut faire usage des LBD? Comment ça se passe dans ces cas-là? Il y a deux cadres qui sont importants. C'est le cadre de réaction et bien évidemment le cadre, on va dire, d'usage de la force légitime. Donc le cadre de réaction, vous pouvez user le LBD sans sommation, on va dire, à partir du moment où vous êtes en légitime défense. J'allais vous poser la question de la sommation. Voilà. Où vous êtes en état de légitime défense ou en état de nécessité, ou dans le cadre du code de sécurité intérieure, ou par exemple si on vous demande de tenir un certain point et que malgré tout vous n'arrivez pas à les tenir et que vous êtes obligé d'engager des moyens armés, vous pouvez aussi ne pas avoir besoin de sommation, tout comme quand il y a des voies de fait qui sont exercées sur les forces de l'ordre, vous n'avez pas besoin de sommation non plus. Et ensuite vient le deuxième cadre de l'usage des armes, ou de la force armée en maintien de l'ordre, où là on a besoin de sommation de l'autorité civile, donc ou par le biais du mégaphone ou par la fusée rouge. Là-dessus, je rejoins la dame, les propos de la dame, je me permets juste d'aller... Allez-y. En effet, 2014, le drame de Sivins, la mort de Rémi Fraisse, avait produit certaines auditions parlementaires et des travaux dessus. D'ailleurs, j'y avais humblement participé au nom d'une TGP Police. Et il y avait un rapport très intéressant IGGN qui avait étudié justement l'usage des moyens
sur les maintiens de l'ordre et des préconisations ont été faites. Malheureusement, voilà, c'est le mal français. Je pense que c'est tombé au fond d'un tiroir et qu'on n'en a pas tiré. Donc, par exemple, quelles préconisations pourraient marcher pour les LBD, par exemple? Alors pour les LBD, il n'y avait pas grand-chose qui allait dans l'idée. Enfin, voilà, dans l'idée, c'était travailler. Vous me posiez la question des sommations. C'était justement de travailler un peu plus ce qui se fait en Allemagne sur la communication au droit des manifestants. Leur montrer quand est-ce qu'on va utiliser la force, pourquoi on va l'utiliser, parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension sur les gaz lacrymogènes, par exemple, alors que si on sait qu'il y a un risque et qu'on use la force, la personne informée peut au moins savoir pourquoi. Là, en ce moment, Grégory Joron, ça se passe comment entre le moment, donc il y a sommation, il y a un tir de couleur en l'air, ça se passe comment exactement? Sommation, dispersez-vous, force doit rester à la loi. Et c'est juste une deuxième fois. C'est au mégaphone. Au mégaphone, d'accord. Et fusée rouge, en effet, si on engage la force après. Mégaphone quand il y a 5000 personnes en face de vous. Le deuxième mois, on n'entend plus rien. Non, mais là-dessus, ça fait partie des choses, bien évidemment. Enfin, nous, on n'a aucun débat ni aucune difficulté à être plus clair dans nos manœuvres. Si ça marchait mieux, en ce moment, par exemple, entre le moment de la sommation et le moment du tir, il y a combien de temps? Je pense qu'il y a quand même un minimum de temps pour quand même permettre justement aux personnes qui entendraient les sommations très clairement de se désolidariser des groupuscules violents qui veulent rester pour en découdre. On fait un parallèle avec ce qui se passe un peu sur les autres pays européens. Vous allez en Angleterre, en effet, ils n'ont pas de LBD, ils n'ont pas de grenades lacrymogènes. C'est des bobies avec des matraques qui sont très dures parce qu'eux, ils ont une politique de contact. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un ordre de dispersion, que le bobie lève la matraque, si vous êtes dessous, vous êtes pénalement répréhensible et responsable de vos actes. Alors c'est vrai que nous, c'est éviter le contact absolument. C'est la doctrine du maintien de l'ordre, on va dire. Tout simplement parce que qui dit contact dit violence et qui dit violence dit blessure. C'est du corps à corps. C'est ultra violent. Alors pour le coup là-dessus, sûrement qu'il vaut mieux pas qu'il y ait de contact. C'est ultra violent. Mais la question est de savoir s'il y a une autre manière que le fameux LBD ou ces fameuses grenades de désencerclement ou je ne sais quoi pour maintenir la distance en fait. Je pense qu'il n'y a pas une solution miracle. C'est une réflexion globale sur je pense, les 3 temps d'un maintien de l'ordre. C'est-à-dire ce qu'on peut faire avant, ce que fait très, très bien l'Allemagne, avec des gros dispositifs de renseignement, d'interpellation, de mise à l'écart, de groupes ou d'individus en amont. Donc l'eau anti-casseur, en gros. En gros, voilà. Oui, allez, en gros. Loi anti-casseur, on va dire. C'est un peu l'idée. Donc donner des moyens avant pour essayer de réduire les risques de ces groupes qui viennent noyauter les grandes manifestations nationales. Ensuite, ce qu'on fait pendant. Donc là, en effet, l'évolution, pourquoi pas, des moyens intermédiaires. L'Allemagne a mis le paquet sur les engins lanceurs d'eau depuis des années et des années. Nous, on est un petit peu en retard par rapport à ça, c'est une évidence. On en a très peu. Et il y a que les CRS et la préfecture de police qui sont dotés de ce genre de moyens, qui sont en plus un peu compliqués parce qu'ils ne se prêtent pas à tous les théâtres d'opération. Et ensuite, il y a ce qui se passe après. Et là-dessus, la France, on a un retard qui est terrible, je pense, et c'est là-dessus qu'on devrait aussi travailler, parce que ça peut casser aussi certains sentiments d'impunité chez des personnes violentes qui viendraient manifester et s'en prendre aux institutions, aux manifestants, aux journalistes ou aux policiers, parce qu'on a vu de tout depuis ces dernières semaines. Et là, je pense que les maîtres en la matière, on va dire, si vous me permettez cette expression, c'est des Anglais qui malgré leur méthode très violente de corps à corps, ont par contre développé des réponses pénales et ils travaillent essentiellement sur la vidéosurveillance et vont chercher les gens sur le temps d'après. Parce que le problème de judiciariser les maintiens de l'ordre, à mon avis, c'est aussi quelque chose qu'il faut éviter, je pense, parce qu'à chaque fois qu'on fait une interpellation, ça crée bien évidemment des mouvements de foule, bien évidemment, ça déséquilibre des dispositifs, etc., etc. Donc tout ça, ça reste, encore une fois, une réflexion globale si on veut avancer comme il faut. Grégory Jorion, la police française est la seule à pas vouloir la seule, pas s'être alliée avec les polices la seule, je sais pas, voisines. En tout cas, oui, c'est vrai. Les forces de police françaises ou le ministère de l'Intérieur ou en tout cas l'État n'a pas participé à ce groupe de réflexion. Et vous savez pourquoi ? Non, j'ai pas d'informations là-dessus. Je l'ai lu aussi, je le savais également. Après, encore une fois, les techniques de maintien d'ordre, si on parle essentiellement de ça, je rappelle qu'elles sont reprises à 90% par l'OTAN, qu'on va former toutes les polices étrangères aux gestions de foule démocratiques quand il y a des grands événements comme les Coupes du Monde, etc., qui sont organisés dans les pays étrangers. Donc
je suis pas sûr qu'il faille revoir la doctrine d'emploi entièrement, puisque je pense qu'elle est bonne. C'est souvent je pense qu'il faut encore une fois travailler sur les 3 temps et travailler sur les moyens. Et pas oublier qu'en effet, le maintien de l'ordre, c'est une affaire de professionnel avant tout. Mais après, je pense pas que la police française se sente au-dessus de toutes les autres, et je suis pas sûr non plus, encore une fois, qu'en faisant que des parallèles avec les polices européennes, parce que si on transpose le mouvement des Gilets jaunes à l'Allemagne, je peux vous assurer qu'ils auraient énormément de mal à les encadrer, très clairement, parce que les Allemands ont aussi une culture de la manifestation qui est différente. Peut-être qu'il n'y aurait pas de mouvement Gilets jaunes en Allemagne aussi pour un tas d'autres raisons. Mais tout simplement parce qu'ils ont déjà un rapport au syndicat qui est totalement différent, une prise en compte du dialogue social qui est totalement différent, etc., etc. Donc on arrive aujourd'hui, nous, à gérer ça sur le terrain, et je suis pas sûr, encore une fois, que les polices européennes face à ce genre de mouvement soient meilleures que celles qu'on a en France. 2 questions rapides. La première sur franceinter.fr. Pouvez-vous nous préciser exactement la répartition des tirs de LBD entre gendarmes, CRS et police? La question se pose parce que vos amis gendarmes vous ont gentiment, police, ramené un peu dans vos cordes, en fait. Oui, bien sûr. Ouais. En disant, c'est pas nous. Oui, c'est pas nous, non. CRS, 2200 tirs sur les 9100. Après, donc, je connais pas la proportion. 9228 tirs en tout, donc police, CRS particulièrement. 2200, les CRS. 2200, d'accord. 2200 sur 9000, voilà. Ok. Et le reste? Et le reste, je sais pas, j'ai pas le détail, par contre. Les gendarmes, après, ils ont d'autres techniques, c'est des techniques de saturation. Donc, c'est-à-dire qu'ils arrivent et ils balancent 10 000 grenades. Voilà, c'est des techniques qui sont différentes. Mais c'est marrant, décidément, vous parlez pas, en fait, entre gendarmes. Non, mais je dis ça parce que là, en ce moment, c'est la police qui est mise en cause, mais au moment de Rémi Fraisse, c'était la gendarmerie. Donc, partout, la balle au centre, pardon de le dire comme ça. Moi, je pense qu'il faut sortir de ça aussi, puisque on travaille sur les mêmes théâtres d'opération, surtout en maintien de l'ordre. Alors, bien sûr, autant que faire se peut, chacun reste sur ses territoires, entre guillemets. Mais voilà, aujourd'hui, il y a autant de gendarmes qui sont engagés que de CRS et qui affrontent aussi les mêmes risques les samedis, parce qu'il ne faut pas croire que j'entends violence policière comme si c'était systémique. Voilà, Maître Spinozzi va pas me contredire. Je pense que quand on est policier, on est aussi un homme ou une femme, et on a aussi le droit à une attention particulière quand on va travailler et qu'on risque de perdre 4 dents comme mon collègue samedi à Morlaix. Votre réflexion, Grégory Joron, est-ce que vous avez le sentiment, vous, c'est un peu ce qu'on disait au début de ce téléphone sonne, que la violence des manifestants, ou en tout cas l'envie d'en découdre des manifestants, est telle que votre réponse ne peut pas être différente? En fait, depuis plusieurs années déjà, on le voyait sur les grandes manifestations nationales à Paris. C'est vrai qu'il y a une volonté d'aller au contact des manifestants à l'endroit des premières lignes de forces mobiles ou de policiers qui sont mis en place. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit peu nouveau. Nous, c'est vrai que c'est le maintien d'ordre de la française, c'est toujours cette distance qu'on essaye de respecter, de faire respecter pour gérer une foule sans qu'il y ait de contact, ou vraiment un minima. Et aujourd'hui, on voit en effet des groupes d'ultra où on met qui on veut là-dedans, qui essayent justement de venir en contact pour être violent. Grégory Joron, ça serait l'idéal, en effet. Après, si on regarde la réalité aujourd'hui, et encore une fois, c'est possible. Oui, c'est possible, sauf que c'est possible puisque d'autres y arrivent. Oui, mais pas avec les mêmes mouvements. Encore une fois, je reprends le parallèle avec l'Allemagne parce que c'est intéressant. C'est celui qu'on cite en exemple tout le temps. Vous savez que la désescalade, elle a aussi deux niveaux. C'est-à-dire que tant que tout va bien, les policiers encadrent de loin et on a les camions à eau, etc., etc. Mais quand ils sont débordés, les Allemands vont au contact très durement aussi, et c'est d'ailleurs repris d'ailleurs je crois même le défenseur des droits dans un de ses écrits, qui explique que aussi ça occasionne beaucoup de blessés, parce qu'une fois qu'ils sont au bout de la stratégie de la désescalade et que malheureusement ça n'a pas fonctionné parce que les gens veulent pas s'y prêter, parce que c'est bien ça aussi la réalité, ils sont obligés d'engager la force comme tout le monde, et ils engagent la force eux mano à mano, en sachant que la stratégie des escalades allemandes, c'est aussi au départ une stratégie qui est oppressive, et ils mettent énormément de force face aux manifestants. En France aujourd'hui, pour encadrer 50 manifestants tous les samedis, si on se transpose et si on fait le parallèle avec l'Allemagne, il nous faudrait 200 000 policiers. On les a pas. Alors si on fait le parallèle avec l'Allemagne d'ailleurs, parce que décidément on n'arrête pas de faire le parallèle avec l'Allemagne, mais donc ils ont des espèces d'arrestations préventives. Il y a quand même bien d'autres. Non mais bien sûr, mais il y a quand même bien d'autres pays que l'Allemagne, si vous voulez. Moi je veux bien tout ce qu'on veut. Regardez Podemos
en Espagne, c'est pas rigolo non plus le maintien d'ordre espagnol. Ce que je veux dire, c'est que il y a quand même, on voit bien que l'utilisation du LBD aujourd'hui reste un archaïsme et que l'histoire montrera de toutes les façons que on aboutira à faire du maintien de l'ordre sans l'usage de cette arme à plus ou moins long terme. Il faudra être formé, il faudra que les choses avancent, mais c'est aujourd'hui le sens de l'histoire. Ce qui n'est pas un problème pour les policiers, soit dit en passant. Et alors justement, où on sera formé avec d'autres moyens et que surtout l'intégrité physique et des manifestants et des policiers sera respectée, nous, ça nous va. Un autre internaute, le même peut-être d'ailleurs, dit qu'on n'a pas assez répondu à sa question, dont acte, sur comment expliquer que lorsqu'on vise les jambes, on atteigne trop souvent la tête en fait. En gros, clairement, est-ce que c'est aussi une question de formation quand on ne sait pas viser, ou est-ce que c'est inhérent à l'appareil? Mais enfin, quand je me dis qu'il a une vitesse pareille, on doit pouvoir viser et aller directement au but, non? Donc les jambes. Ouais, mais c'est pas que les jambes le but, c'est aussi le torse ou les membres supérieurs. Il n'y a pas que les jambes le LBD, mais pas la tête, non. Mais je veux dire entre le torse à 25 mètres sur des personnes qui bougent, sur des situations dégradées, parce que je veux dire, bien sûr que je balaye pas d'un revers de main les blessures. Je vous rappelle de l'autre côté que les fonctionnaires depuis 12 actes font aussi l'objet de violences qui sont juste hallucinantes, quoi. Alors du coup, je vais reformuler. Si effectivement, quand vous dites, je comprends ce que vous me dites, si quelqu'un est en train de bouger, on est en train de viser le torse et puis on tombe sur la tête. Alors déjà, honnêtement, de vous à moi, c'est un peu spécieux, mais dont acte. Mais pourquoi pas dire, on ne vise que les membres inférieurs, de toute façon, comme ça il y a à peu près zéro chance quand même pour qu'on atteigne la tête quand on visait les jambes. Ouais, donc encore une fois, si on n'atteint pas les jambes et que la personne est porteur de, je sais pas moi, comme on l'a vu, de bouteilles d'acide, de cocktails Molotov, de pavés qui font 3 kilos, et que vous ratez la jambe, ou qu'alors vous l'avez, mais quand même malgré tout il arrive à avancer parce que enfin je veux dire, on discute de ça tranquillement autour d'une table. Faut juste se mettre 2 secondes, et des journalistes l'ont fait, et même malheureusement un gilet jaune l'a fait samedi du côté des CRS. On l'a vu, il a pris un poteau en plein dans la tête. Donc à un moment donné, il faut se mettre aussi à la place des collègues qui eux font face encore une fois à des jets de projectiles en tout genre, et tous plus dangereux les uns que les autres, et puis se dire tiens, finalement j'aurais dû peut-être viser les jambes. C'est compliqué quand même. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.